Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais remercier très sincèrement M. Goebbels pour son invitation, ainsi que la Maison de la Chimie. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici devant vous pour vous parler ce matin de ce trio gagnant chimie, biologie, métabolisme, que j'aurais peut-être pu intituler biochimie, puisque je suis médecin endocrinologue, difficile à prononcer. Et voilà, la chimie et la biologie se réunissent ensemble autour du métabolisme pour essayer de comprendre un peu la nutrition. Mon exposé aura deux parties très inégales, je préviens tout de suite. La première, qui sera la plus courte, essaiera de resituer un peu ce qu'est la nutrition, puisque finalement, ne parler que de chimie, excusez-moi, serait peut-être un peu réducteur par rapport à la nutrition, bien que la chimie ait une importance, comme vous allez le voir dans un deuxième temps. Effectivement, dans un deuxième temps, je vous donnerai un exemple, celui des acides gras, qui est un sujet que j'aime particulièrement, et j'espère que ça vous intéressera également, autour donc de acides gras et nutrition. Alors la nutrition, qu'est-ce que c'est? Chacun, bien sûr, a une idée extrêmement précise, puisque vous êtes tous des mangeurs comme moi, mais vous êtes peut-être plus des alimentationnistes que des nutritionnistes, parce que nous mangeons des aliments, nous ne mangeons pas des nutriments. Alors la nutrition est une science exacte, certes, puisqu'elle a recours à la physique, à la chimie, aux mathématiques, à la biologie, pourquoi pas à l'intelligence artificielle, à la génétique et d'autres encore, mais c'est également une science humaine. Nous en sommes tous les participants et les acteurs. La nutrition nécessite des connaissances en psychologie, en sociologie, en histoire, en géographie, en ethnologie, parce que nous sommes des mangeurs avant tout et notre alimentation dépend de facteurs qui sont multiples et notamment ceux que je viens de citer. La dimension humaine également implique obligatoirement une variabilité puisque nous sommes tous différents, même si nous sommes semblables, nous sommes différents. Et cette variabilité est extrêmement importante, bien sûr, dans notre biologie et puis dans notre vie tout court. Elle est liée à des facteurs génétiques, également épigénétiques. Peut-être vous poserez des questions sur ce qu'est l'épigénétique tout à l'heure, mais également liée à des facteurs socio-psychologiques. C'est important de rappeler que nous sommes tous différents, même si nous avons énormément de points communs. Est-ce que la nutrition est une science exacte, comme je viens de le dire, ou une science précise? Un peu d'humilité, s'il vous plaît, je dirais que nous sommes plutôt en face d'une discipline qui est précise que exacte. Exact voudrait dire qu'elle donne l'heure exacte. Moi, j'ai une montre qui est précise, mais elle n'est pas exacte. Elle donne une heure précise, mais je sais qu'elle est toujours décalée. Et la nutrition, c'est un peu la même chose, parce que nous avons beaucoup de difficultés à connaître exactement, relever exactement ce que les gens mangent. Si je vous interrogeais l'un ou l'autre, je suis sûr que j'aurais des imprécisions parce que vous allez oublier telle ou telle chose. Et puis, il est également très difficile de connaître avec précision, même s'il existe des tables de composition, la composition des aliments que vous avez mangés. L'aliment que vous allez manger n'est pas exactement le même que celui des tables de composition. Et puis enfin, il y a des difficultés à connaître exactement, là aussi, des variabilités liées aux différences génétiques et aux différences métaboliques qui sont les vôtres et les miennes. Enfin, il y a aussi des différences liées au microbiote individuel de chacun, qui, comme vous le savez, est un sujet extrêmement important et témoigne aussi d'une grande différence entre les individus, même s'il y a aussi, là encore, des points communs. Alors, on en arrive quand même à la bonne définition. Qu'est-ce que la nutrition? Eh bien, la nutrition est une discipline scientifique, à la fois science exacte et science humaine, qui a pour objet de définir les apports nutritionnels permettant de satisfaire les besoins nutritionnels et alimentaires, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne mangeons pas des nutriments, mais nous mangeons des aliments. Demain soir, je vous invite chez moi, où il y aura des capsules de magnésium et des solutés d'oméga 3. Vous allez voir, c'est très sympathique, avec quelques comprimés de calcium. Non, bien sûr, je vous inviterai et il y aura un bon repas. Et donc, de satisfaire les besoins nutritionnels et alimentaires du sujet sain ou malade, afin de maintenir ou de restaurer un état physiologique et donc la santé. Le but de la nutrition n'est pas de maintenir en état de santé. Le but de la nutrition, c'est de maintenir un état physiologique qui permet de maintenir ou de restaurer la santé. Alors, quels sont ces besoins dont je viens de parler? En fait, il faut bien avoir en tête qu'ils sont triples. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Ils sont nutritifs, c'est-à-dire que nous mangeons des nutriments à travers des aliments qui vont nous nourrir. Ils sont hédoniques avec un H, ce qui veut dire qu'ils vont nous procurer du plaisir.
une satisfaction, un réconfort, et ils sont également relationnels, car manger sert à rencontrer l'autre, à partager. C'est également une dimension extrêmement importante, caractéristique de notre humanité. Ces besoins sont donc triples, et ils sont tous indissociables, c'est-à-dire que les uns et les autres sont en interaction. Et si on se rappelle la définition que donnait Jean Trémolière, qui fut un grand nutritionniste français des années 50-80 environ, un aliment doit être une denrée alimentaire qui doit être nourrissante, nourrir, appétante, réjouir, et coutumière, réunir. Et ces trois dimensions sont extrêmement importantes, nourrir, réunir, réjouir, réunir. C'est cela qui nous permet pleinement de l'accomplir. De ce fait-là, on peut en déduire que l'homme est un mangeur, comme chacun d'entre nous, omnivore, gourmand, social. Omnivore, nourrir, et c'est ce qui est dans notre assiette. Gourmand, réjouir, et ça passe par la bouche. Social, réunir, et c'est autour de la table. Bien sûr, il peut y avoir des situations différentes où le plaisir a disparu pour des tas de raisons qui peuvent être médicales ou non. La table peut être omise puisqu'il nous arrive de manger debout. Mais les trois dimensions sont quand même des marqueurs de notre humanité. Je rajouterais à ce triptyque, l'homme est un mangeur intermittent, c'est-à-dire qu'il ne mange pas tout le temps, il n'est pas en permanence en train de manger, et c'est un mangeur intelligent, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer les aliments, ce qui est quand même quelque chose qui est un héritage formidable pour chacun d'entre nous. Ces notions, je les ai réunies dans un petit livre qui s'appelle « La joie de manger ». Alors, bien sûr, le but de notre alimentation est de maintenir notre état physiologique, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'il devra en permanence s'adapter pour maintenir stable notre homéostasie. Homéostasie veut dire régulation interne, avec toute une série de paramètres, le poids, la glycémie, la température corporelle, la pression artérielle, le système immunitaire, le pH et d'autres encore, j'en passe et des meilleurs, grâce à toute une série de balances. Et la notion de balance est extrêmement importante en biologie. Comme vous vous en doutez, balance, c'est-à-dire balance énergétique, ce que je mange, ce que je dépense, anabolisme, catabolisme, ce que je fabrique, ce que je détruis, bilan hydrique, ce que je bois et ce que j'élimine, sodium, potassium, équilibre acide-basique et acides gras, oméga 6, oméga 3. Ces équilibres sont directement ou indirectement modulés par notre alimentation. Tous modulés directement ou indirectement par notre alimentation. Mais il y a également des facteurs régulateurs internes qui vont permettre ces adaptations. Alors, ils subissent donc des influences, ces balances, des influences qui sont à la fois extérieures, ce que nous mangeons, les expositions extérieures que nous subissons, ce qu'on appelle l'exposome aujourd'hui, c'est-à-dire tous les facteurs qui interagissent avec nous et qui viennent de l'extérieur, ça va du stress à la pollution. Et puis, il y a des informations endogènes, le milieu intérieur et bien sûr la génétique qui vont interagir pour ces régulations. Enfin, une plaque tournante qu'on appelle les microbiotes, dont je ne parlerai pas parce qu'on ne peut pas parler de tout. Alors, et le métabolisme dans tout ça? Bien non, le métabolisme, c'est l'ensemble des processus biologiques mis en œuvre par l'organisme pour maintenir stables ces équilibres, y compris en situation de déséquilibre nutritionnel. Mais il y a des situations de déséquilibre nutritionnel qui sont parfois difficiles à corriger. Et je voudrais vous parler, donc, pour illustrer ces propos, de l'exemple des acides gras, comme je vous le disais tout à l'heure, un domaine qui est immense, qui est passionnant. J'espère que cela va vous intéresser. Alors, en fait, quand nous ne mangeons pas des graisses autrement que sous forme de triglycérides, qui sont eux-mêmes des acides gras. Triglycérides veut dire trois acides gras. Et en fait, est-ce que ta sauce était bonne? Est-ce que tes triglycérides étaient bons? Et donc, quand nous mangeons essentiellement les triglycérides à travers le gras. Et vous voyez que ces acides gras sont classés, comme chacun le sait, en plusieurs registres, plusieurs catégories, acides gras saturés, acides gras insaturés. Et bien sûr, surtout, la grande erreur en nutrition, c'est de considérer qu'il y a des mauvais et des bons. Cela n'existe pas. S'ils étaient mauvais, il faudrait les interdire et ils ne serviraient à rien, ce qui est tout à fait faux.
Donc, des acides gras saturés, dont vous voyez une liste assez modeste ici, mais qui est beaucoup plus grande en réalité. Monoinsaturés, vous allez voir à quoi ça correspond, une seule double liaison, et polyinsaturés, plusieurs doubles liaisons. Dans la famille des polyinsaturés, il y a deux séries, la série oméga 6 et la série oméga 3. Et vous voyez en tête de l'oméga 6 et en tête de l'oméga 3 deux noms qui apparaissent, le linoléique et l'alpha-linolénique, avec un N au milieu, qui est bien sûr essentiel. Et ces deux acides gras sont deux acides gras qui sont indispensables car nous sommes strictement incapables de les fabriquer. Ils vont conduire à toute une série de dérivés qu'on appelle les dérivés supérieurs et qui vont, eux, avoir des fonctions biologiques tout à fait importantes. Alors, la physiologie des acides gras va donc conduire à ce qu'il y ait deux catégories. La catégorie des acides gras indispensables, que l'organisme humain ne peut pas fabriquer, ne peut pas synthétiser, le linoléique et l'alpha-linolénique, ou certains acides gras que l'on ne peut presque pas synthétiser et qui ont été classés depuis quelques années dans les acides gras indispensables. C'est le cas en particulier de cet acide gras dont je ne vous demanderai pas de répéter le nom aussi rapidement que moi, acide docosahexaénoïque, DHA, qui porte un autre petit nom dont je vous dévoilerai le surnom dans quelques instants. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas indispensables, mais qui sont utiles. Il faut bien distinguer la différence entre indispensable et utile. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas indispensable qu'il n'est pas utile. Par exemple, moi, je ne suis pas indispensable, mais je suis utile. Eh bien, vous, c'est la même chose. Donc, chacun d'entre nous est indispensable et est utile, même si nous ne sommes pas indispensables, on peut être remplacé. Alors, ces lipides, eh bien, ont parfois, pour certains, mauvaise réputation. Hein. C'est le cas des tontons flingueurs que vous voyez ici, qui est bien sûr connu des plus anciens, avec 5 acides gras saturés qui sont considérés par certains, à tort, comme des mauvais acides gras. Alors, voyons un petit peu plus. D'abord, ces acides gras saturés ne sont pas univoques. Vous voyez qu'il y a beaucoup de familles. La première famille, c'est des acides gras très courts qui vont donc avoir la capacité d'être fabriqués d'ailleurs par notre organisme, notamment au niveau intestinal, mais présents également dans les aliments. Par exemple, le butyrique est présent dans le beurre. Les acides gras à chaîne moyenne qui sont absorbés de façon tout à fait particulière par voie porte, je vous indiquerai tout à l'heure, et non pas par le système lymphatique. Les acides gras à chaîne longue, laurique, myristique, palmitique et stéarique, qui ont la capacité d'avoir des fonctions intéressantes en myristolant ou en ayant des interactions avec les protéines, et surtout qui peuvent être fabriquées par l'organisme à partir des glucides, des sucres. Alors, qu'est-ce qu'un acide gras? Eh bien, c'est une longue chaîne hydrocarbonée avec un début qui est un groupement méthyle et une fin qui est un groupement carboxyle. Et vous voyez que la numérotation, eh bien, elle va être définie selon les physiologistes et non pas selon les chimistes. On parle de physiologie ici, à partir de la place de la première double liaison. Et vous voyez ici que quand il y a une double liaison ici, il faut compter 3 carbones pour arriver à cette première double liaison, donc c'est un N-3. On va compter 18 atomes de carbone, et il va s'appeler C18-3, puisqu'il y a 3 doubles liaisons, et N-3, puisque la première double liaison est à partir du groupement méthyle. Vous voyez comme c'est simple, et finalement, on résume ça ici. Les oméga 3, dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est comme les fricadelles. Les oméga 3, c'est une famille d'acides gras polyinsaturés dont la première double liaison se trouve après le 3e atome de carbone, après le groupement méthyle, et le chef de file, c'est l'alpha-linolénique. Alors ici, vous avez les acides gras saturés qui ne contiennent pas de double liaison, un monoinsaturé qui contient une double liaison et un polyinsaturé qui contient 2 doubles liaisons, c'est l'acide linoléique. Alors, voilà ce que c'est qu'une double liaison, et vous voyez quelque chose, c'est que, comme chacun le sait, c'est de la chimie pour une fois, le carbone a une valence de 4, et donc s'il n'y a que 2 hydrogènes, eh bien, il faut forcément une double liaison. Si on rajoute 2 hydrogènes, on va supprimer la double liaison. C'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'hydrogénation, partielle ou totale, qui va avoir pour but de saturer un acide gras lorsqu'il est au départ insaturé. Vous voyez également sur cette image que les hydrogènes sont du même côté. Mais s'il y en avait un qui était d'un côté et l'autre de l'autre côté, on appellerait ça un acide gras trans et non pas cis, CIS.
Alors, quand il y a une double liaison, eh bien, apparaît à ce moment-là un angle sur la molécule. Et ça, c'est intéressant parce que cet angle eh bien, va conférer à la molécule, à l'acide gras, une souplesse particulière qu'on va particulièrement illustrer avec le DHA, l'acide docosahexaénoïque. S'il n'y a pas cet angle, eh bien, on a un acide gras qui est linéaire. Et c'est le cas des acides gras saturés, comme vous le voyez en haut. Mais si cet acide gras insaturé a les hydrogènes qui sont de part et d'autre et non pas du même côté, eh bien, à ce moment-là, l'angle disparaît. Et on a un acide gras trans qui est linéaire comme un acide gras saturé. Alors que quand il y a une double liaison, avec les hydrogènes du même côté et non pas de part et d'autre, eh bien, vous voyez qu'un angle se forme. Le DHA, qui est l'acide docosahexaénoïque, qui est donc un acide gras à très longue chaîne, est particulier parce qu'il a donc plusieurs angles et il va faire comme un tourbillon et ça va lui conférer dans les membranes où il est présent, dans les phospholipides des membranes des cellules, ça va conférer à ces membranes une fluidité particulière tout à fait importante et intéressante d'un point de vue biologique. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces acides gras sont, en fait, selon que nous sommes du côté des végétaux ou des animaux, avec des histoires différentes. Regardez un petit peu cet acide gras ici, qui est le C18,2N-6. C'est pareil que tout à l'heure, mais c'est en horizontal. Et ici, c'est le C18,3N-3, l'alpha-lénolénique. Et vous voyez que chez les végétaux, on est capable de faire de l'oméga 3 avec de l'oméga 6. Mais chez les animaux, donc chez l'homme, on est strictement incapable de passer de l'un à l'autre. Et donc vous avez la chaîne oméga 6 et la série oméga 3 qui sont parallèles et indépendantes et qui dépendent strictement, bien sûr, des apports alimentaires. Ils sont indispensables, vous disais-je il y a un instant. Donc les oméga 3 ne peuvent pas être synthétisés, ils sont indispensables, ils ont des fonctions très importantes. Ils interviennent dans la biologie du cerveau, dans la biologie et l'équilibre de l'immunité cardiovasculaire, et d'autres encore. Ils sont extrêmement importants dans l'agrégation des plaquettes, etc. Ils sont très peu apportés par l'alimentation. Ils ne peuvent pas provenir des oméga 6 et ils sont en compétition. En effet, il y a une enzyme qui est commune, que l'on voit ici, une désaturase, qui va permettre de passer du linoléique oméga 6 à l'acide arachidonique, qu'on trouve dans la viande en particulier, et ici l'alpha-linolénique à l'EPA-DHA, qu'on trouve dans le poisson. Mais cette biotransformation n'est pas très puissante, elle n'est pas très efficace. Elle a un coefficient de 2 à 3% environ, ce qui fait que nous sommes assez peu capables de fabriquer ces acides gras. Mais comme ce sont les mêmes enzymes, il y a une compétition de substrats. Or, les quantités de linoléique et d'oméga 6 dans l'alimentation sont beaucoup plus importantes. Et donc, il y a une tendance à aller plutôt du côté des oméga 6. Et pour qu'il y ait un bon équilibre, il faut un rapport oméga 6, oméga 3 qui soit de 5 pour 1. Et dans ces conditions-là, ça se passe bien. Alors, regardons un petit peu cette conversion de l'ALA, alpha-linolénique. Eh bien, cette conversion, elle est soumise donc à cette compétition. Et cette compétition, elle va permettre d'avoir donc une bonne production de PA et de DHA. Quand il y a un excès d'acide gras trans, il y a une inhibition. À l'inverse, par contre, l'acide myristique qui est présent dans le beurre a cette propriété d'activer la delta-6 désaturase. Et donc, manger un petit peu de beurre améliore la fabrication de DHA dans notre organisme. À l'inverse, avec l'âge, cette fabrication se fait moins bien. Et puis, dans certaines situations physiologiques, comme la prématurité, eh bien, chez les enfants prématurés, cette activité enzymatique n'est pas présente et il faut donc leur apporter directement dans leur alimentation le PA, le DHA. De même, pendant la grossesse, où il est particulièrement important que le fœtus puisse bénéficier de l'EPA, du DHA surtout le DHA, eh bien, les œstrogènes augmentent l'activité de la delta-6 désaturase. Alors, quelques conséquences pratiques qui sont intéressantes. D'abord, on ne trouve le PA et le DHA directement que dans le monde animal, et en particulier dans les poissons, excepté, bien sûr, les microalgues dont je parlerai dans un instant. Conséquences pratiques, si vous avez une alimentation végétalienne, vous avez un risque très important de déficit en acides gras oméga 3 à longue chaîne, puisque vous ne mangez pas de poisson. Pendant la grossesse, il y a une augmentation de l'activité de cette enzyme qui va permettre à la maman de produire suffisamment de PA, DHA, mais si elle peut manger du poisson en plus, c'est un peu mieux. Si vous avez un chat,
eh bien, il y a un problème puisqu'il n'a pas de désaturase, et donc il faut absolument qu'il mange directement de l'acide arachidonique, et il le trouvera dans la viande. Et les poissons carnivores, eux, doivent manger des poissons herbivores qui ont mangé du plancton. Et vous voyez qu'il y a toute une chaîne, et nous sommes au milieu de cette chaîne avec notre omnivorisme qui nous caractérise. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre environnement alimentaire, si je regarde l'acide alpha-linolénique qui est ici, et puis nous sommes ici, je peux manger de l'acide alpha-linolénique directement avec les huiles qui en contiennent. Je peux aussi manger les graines, mais les graines ne sont pas toujours très agréables à manger, et il vaut mieux qu'on donne ces graines à des animaux, et en particulier aux monogastriques, qui vont eux-mêmes le rendre beaucoup plus biodisponible et permettre une petite fabrication des dérivés. Si je regarde au niveau des monogastriques, toujours, je peux aussi donner directement du poisson aux poules, mais à ce moment-là, les œufs vont avoir le goût de poisson. Je peux aussi donner des microalgues aux poules, je vous donnerai un exemple dans un instant. Et puis, bien sûr, il y a le cas des ruminants qui, eux, quand ils vont ingérer ces acides gras, notamment l'acide alpha-linolénique, vont avoir une activité ruménale extrêmement importante, une biohydrogénation dans le rumen qui va conduire à ce qu'il y ait en fait des dérivés des acides gras tout à fait différents qui se forment et qui donnent la spécificité des acides gras issus des ruminants. Alors, un exemple d'étude que nous avons pu mener où on a donné à manger à des poules des microalgues qui ont donné des œufs qui étaient riches en oméga 3 via la poule, qu'on a donné à des hommes et qu'on a retrouvé ensuite dans leurs yeux, puisque les oméga 3 sont utiles pour le cerveau, pour les yeux, pour le système cardiovasculaire et pour le développement neurocognitif. On retrouve cet exemple ici, je passe. Alors, un petit mot sur la particularité de la graisse laitière. Comme je vous le disais il y a un instant, la graisse laitière, elle est caractérisée par le fait qu'il y a une biohydrogénation ruménale qui survient. Sachez qu'il y a 400 acides gras différents dans la graisse laitière, ce qui est un monde absolument incroyable, avec notamment des acides gras particuliers qui sont des acides gras impairs, il y en a très peu, le C15 et le C17-0, qui sont très intéressants parce que ce sont des marqueurs biologiques de l'apport en acides gras laitiers. Et donc, quand on regarde ça dans le sang des individus, eh bien, on peut dire, vous avez mangé du lait, je le sais. Comment vous le savez? J'ai regardé dans vos membranes d'acides gras. Et puis, il y a toute une série d'acides gras trans et conjugués tout à fait particuliers, comme l'acide transvaxanique, le transpalmitoléique ou bien le ruménique, qui sont des acides gras qu'on ne trouve que dans la graisse laitière et qui ont des propriétés intéressantes à plusieurs égards que je n'aurai pas le temps de développer. Voilà un petit peu ce qui se passe au niveau du rumen. Vous avez ici donc ce rumen qui est ici, avec le linoléique et l'alpha-linolénique que vous connaissez parfaitement maintenant, et qui vont être l'objet d'une isomérisation qui va déplacer la double liaison, de sorte que quand une des doubles liaisons ne sera plus séparée par un carbone, contrairement aux acides gras linoléiques ou alpha-linoléniques. Et puis, il peut y avoir une hydrogénation qui se poursuit. On arrive à un transvaxénique, on continue encore et on arrive au stéarique. Et tout ça passe dans le lait et ensuite, on boit le lait. Et donc, il y a une spécificité très, très particulière des graisses laitières pour ces raisons. Voilà ce que c'est qu'un linoléique conjugué. C'est un acide gras donc, pour lequel la double liaison a été déplacée et il y aura une contiguïté, en quelque sorte, des carbones avec la double liaison. Les acides gras trans peuvent donc avoir plusieurs origines. Ils peuvent avoir une origine ruménale, c'est le cas de l'acide transvaxénique, et qui contient donc une double liaison en trans. Il peut y avoir aussi des acides gras trans qui sont issus de l'hydrogénation partielle des huiles végétales. En fait, quand on veut saturer une huile, on va l'hydrogéner, on va rajouter des hydrogènes. Si on l'hydrogène totalement, elle est totalement saturée. Si on l'hydrogène partiellement, les doubles liaisons restantes vont devenir des acides gras trans. Cette méthode, qui a été utilisée il y a une trentaine ou quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans, pour fabriquer des margarines, est abandonnée aujourd'hui parce que les acides gras trans ont des effets négatifs sur la santé. Et donc, aujourd'hui, c'est une méthode qui n'est plus utilisée, en tout cas en France. Et ceci a été permis grâce à l'utilisation de l'huile de palme, dont on connaît quelques défauts par ailleurs, mais qui est très intéressante car elle contient naturellement des acides gras saturés sans qu'on ait besoin de faire cette hydrogénation. Alors, comment s'y retrouver? Je vous ai déjà expliqué un peu, mais je ne vais pas trop détailler. Ici, voilà un acide gras saturé, animal ou végétal, car les acides gras saturés ne sont ni animaux ni végétaux,
même si on peut trouver bien sûr une prédominance, y compris l'alpha-linolénique qui peut être présent dans la chair des animaux. Si vous mangez par exemple des escargots qui ont mangé du pourpier, eh bien cet escargot qui est animal a les acides gras linoléniques du pourpier, puisqu'il va les incorporer dans sa chair. C'est comme ça que le régime méditerranéen est intéressant. Voilà donc ces acides gras issus d'une régénération partielle, totale, et puis monoinsaturés, comme je vous le disais il y a un instant. Alors, je vais passer sur celle-ci. C'est peut-être les acides gras, beaucoup d'autres choses encore, qui expliquent ce genre de résultat, par exemple, où on voit que les personnes qui mangent un peu plus de graisse laitière, et ceci est marqué grâce à ces acides gras C15-0, C17-0 dont je vous ai parlé, qui sont des marqueurs de la graisse laitière, ont environ 30 à 40% de moins, 30% à peu près, 20 à 30% de moins de risque de diabète de type 2. Il y a sans doute d'autres explications, mais en tout cas, c'est un élément qui mérite d'être connu. Alors, que deviennent les acides gras quand on mange? Eh bien, quand on mange, ils vont être absorbés, ils vont être transportés par des transporteurs énormes qu'on appelle les chylomicrons, qui vont, par la lymphe, les conduire au niveau du foie, et là, au niveau du foie, les désaturases vont faire leur action. Ensuite, ces acides gras sont transportés dans le sang avec des lipoprotéines et vont s'incorporer dans les membranes des phospholipides. Alors voilà, ces acides gras. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'ils sont donc à l'origine de métabolites extrêmement importants, ici des thromboxanes, des prostaglandines et des leucotriènes, qui sont différents selon les deux familles, et les deux familles doivent être présentes toutes les deux en bonne proportion pour qu'il y ait un bon équilibre physiologique de l'homéostasie, ici immunitaire en l'occurrence. Alors, parmi les marqueurs de l'alimentation, il y a le lait maternel qui fait partie des reflets de notre alimentation. Et vous voyez par exemple aux États-Unis cette illustration très très intéressante qui montre que le lait maternel a une teneur en alpha-linolénique qui est stable depuis 60 ans dans ce graphique, alors que le linoléique ne fait que croître, ce qui donne un mauvais rapport oméga 6 sur oméga 3. Il faudra qu'on leur dise aux Américains, c'est pas très bon leur affaire, parce qu'ils mangent énormément de soja et de maïs, alors qu'en France, on a introduit maintenant le colza, ce qui est une bonne chose. Alors, voilà un triglycéride avec ces trois acides gras. Et puis, quand on mange, eh bien, il y a donc, là, je mange une graisse à chaîne longue, et elle va être l'objet d'une action enzymatique, une lipase, qui va conduire à un monoglycéride et à un acide gras libre. Et ensuite, c'est resynthétisé et c'est envoyé par la circulation dans les chylomicrons. Si vous avez des acides gras à chaîne moyenne, comme on le trouve par exemple un petit peu dans le beurre ou en très grande quantité dans l'huile de copra, de coco, eh bien, ce sont les triglycérides à chaîne moyenne ou courte qui vont passer directement par voie porte au niveau du foie et vont court-circuiter en quelque sorte la lymphe. Dans le sang, ils circulent donc dans des grosses particules qu'on appelle des lipoprotéines qui contiennent des triglycérides et du cholestérol. Alors voilà un petit peu ce schéma, on arrive bientôt à la fin. Et donc vous voyez ici, ça c'est le foie, je mange ici des triglycérides à chaîne longue, ça parvient au niveau du foie. Je peux avoir une production à partir de l'intestin d'acides gras à chaîne courte. Les acides gras à chaîne moyenne passent par voie porte et puis les voilà au niveau du foie. Et là, ils sont exportés dans la circulation, mais ils peuvent aussi provenir, et c'est très intéressant, d'une synthèse endogène à partir des glucides ou du tissu adipeux qui est dans le ventre. Alors on va terminer pour ne pas dépasser. La position de l'acide gras sur le triglycéride, sur le glycérol du triglycéride est importante, parce que comme vous l'avez vu il y a un instant, en fait, dans l'intestin, la lipase va retirer cet acide gras qui va devenir libre, celui-ci aussi va devenir libre, et celui-ci il reste attaché au glycérol. Et il va être absorbé directement. Mais si on rajoute du calcium, eh bien, il va y avoir une formation de savon dans l'intestin qui font que ces acides gras en position 1 et 3 vont plutôt être un peu éliminés par rapport à celui qui est en position 2. De sorte que, par exemple, quand vous rajoutez du calcium à du chocolat qui contient du beurre de cacao, eh bien, comme l'acide palmitique et l'acide stéarique sont plutôt en position 1 et 3, eh bien, vous aurez une moindre absorption de ces acides gras saturés et une petite diminution du cholestérol LDL en présence de calcium et donc de lait. Donc, mettre du lait dans son chocolat, c'est une bonne chose. Pareil pour l'huile de palme et l'huile de cacao, qui sont intéressantes parce qu'en position 1 et 3, eh bien, ce sont plutôt des acides gras saturés, et donc ça explique que finalement, ces deux matières grasses n'ont pas un effet très hypercholestérolémiant.
Si vous comparez colza et soja, par exemple, qui ont la même teneur en alpha-linolénique, eh bien, comme dans le soja, la position 2 est beaucoup moins importante pour l'alpha-linolénique, et en colza, il y en a 67%, eh bien, la biodisponibilité de l'acide alpha-linoïque du colza, malgré des teneurs identiques, est bien meilleure. Et puis enfin, pour terminer, quelque chose qui va un petit peu complexifier, si je peux dire, c'est que nous sommes capables de fabriquer des acides gras à partir des glucides, et notamment lorsque nous ne mangeons pas assez de lipides, eh bien, l'organisme va fabriquer des acides gras saturés car il en a besoin. Et donc, c'est ce qui se passe. Et dans ce cas-là, eh bien, nous allons fabriquer par toute une synthèse de l'acide palmitique, qui est un acide gras saturé, et qui va se retrouver exporté dans la circulation, non pas d'origine alimentaire, mais d'origine endogène. De sorte que quand il y a des laboratoires qui vous proposent, par exemple, d'analyser votre profil en acide gras et qui vous disent vous avez beaucoup d'acide gras saturé et donc c'est parce que vous mangez trop de beurre. C'est souvent tout à fait faux, c'est même exactement l'inverse. C'est souvent parce qu'on ne mange pas assez de graisse qu'on mange plus de glucides. Et à ce moment-là, si on mange beaucoup de glucides, on aura beaucoup d'acide gras saturé endogène et qui vont passer dans la circulation et qui seront donc à interpréter différemment de ce qu'on nous dit. Voilà ce qui se passe. C'est la fabrication d'acide palmitique qu'on appelle l'hypogénèse de novo, et dont un des marqueurs sera l'acide 6-palmitoléique, qui figure ici, et non pas transpalmitoléique, comme on le trouvait tout à l'heure dans la graisse laitière, et qui va plutôt augmenter le risque d'athérosclérose. Je terminerai avec cette dernière diapositive qui montre que finalement, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Ici, vous avez l'illustration dans une étude épidémiologique, je ne vais pas montrer d'épidémiologie, le fait que les graisses laitières sont associées à une diminution du risque cardiovasculaire. À même teneur, les graisses saturées carnées sont associées à une augmentation du risque cardiovasculaire. Cherchez l'erreur, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, c'est-à-dire que les aliments sont beaucoup plus complexes que les simples acides gras. Et donc, vous voyez, on peut encore aller plus loin. Conclusion. L'homme est un omnivore, et ça, il faut bien sûr qu'on ne l'oublie pas. Nous avons besoin de manger du monde végétal et animal. La complexité est une caractéristique de la biologie et du métabolisme, et donc de la nutrition, et c'est une très belle adaptation à la complexité avec la nutrition. Merci de votre attention.